Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le rendez-vous du Hot et du Hard Interview à la télévision. C'est cela de, vous le savez, cette émission existe pour convoquer et reconvoquer la contradiction au service de la vérité ou d'une vérité autour d'un sujet, d'un objet ou d'un homme. Et le sujet ce soir, c'est les questions de conciliation, des questions d'arbitrage dans le football également, mais loin des arènes sportives, loin des stades, mais dans les procédures. L'objet, c'est comprendre donc la conciliation et l'homme qui a décidé ou qui a accepté notre invitation pour se faire passer au scalpel ce soir, c'est Maître Gervais Mammaï, il est avocat, mais il est ici ce soir en qualité de greffier en chef de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Il en est également le rapporteur général. Il est évidemment arbitre, pour être précis, notre invité installé. Nous allons le recevoir. Bonsoir, Maître Mammaï. Je l'indiquais, vous êtes d'abord avocat au civil. Non, je suis avocat. Ça, au civil. C'est une vie. Oui, une vie au civil. C'est un état d'esprit aussi. Et puis, vous avez glissé vers le sport, le droit du sport. Et puis, finalement, vous avez accédé au sein des saints, la Chambre de conciliation et d'arbitrage. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Ça fait... J'ai prêté serment pour la première fois en 2009. Donc, ça fait exactement 10 ans que j'y suis. Et j'ai été élevé à la haute fonction de rapporteur général greffier en chef en 2018. Donc, ça fait bientôt 2 années que j'ai cette fonction-là. La Chambre de conciliation et d'arbitrage présidée par le professeur Jean-Marie Boupourou, membre du Conseil constitutionnel du Cameroun. Vous êtes par ailleurs avocat du Comité olympique, le Comité national olympique et sportif du Cameroun. Ça veut dire quand le en Comité contrat national... permanent? Non, quand le Comité national olympique et sportif du Cameroun est attrait en justice régulièrement, ça peut être le cas devant le tribunal arbitral du sport. Ça a déjà été le cas. On va pas aller chercher la matière ailleurs. Alors qu'il y a les spécialistes, n'est-ce pas, dans la maison. Je me fais toujours le devoir quand je suis sollicité par le Comité olympique. On va pas aller verser les honoraires ailleurs aussi. Et écoutez, il faut dissocier l'avocat que je suis du rapporteur général. Quand je preste comme avocat, il va sentir que notre loi organique précise que l'avocat, c'est contre rémunération. Donc, si vous dissociez les deux, il va sentir que je devrais bénéficier des honoraires, c'est le cas. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et surtout merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu de l'arène, parce que l'arène reste... L'arène, nous le disons souvent dans le cadre des réunions de production de cette émission, même si le bon Dieu acceptait notre invitation, nous essayerons de le tailler, de le passer au scalpel, bien sûr, en toute civilité, en tant que gentleman, c'est la règle. Personne n'y échappe fatalement. J'ai invité pour l'exercice 2 confrères, parce que la règle, c'est un patchwork de genre journalistique. L'interview se mêle au débat, aux commentaires, à l'analyse, au reportage. J'ai donc convié en plateau 2 confrères parmi les plus respectables dans ce couloir pour discuter de la question arbitrale et de conciliation. Yannick et Fab, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Rodrigue, bonsoir à notre invité, bonsoir également aux chers téléspectateurs, ils sont encore nombreux, ça j'imagine, ce soir, n'est-ce pas, qu'ils sont devant leurs petits écrans pour regarder cet autre numéro de l'Arène. Et je précise ici que c'est mon tout premier passage. À l'Arène. Voilà. Vous venez de Royal FM? Bien entendu, c'est exact. Qui émet à 100... À la 88.4. Pardonnez-moi de mettre mes prix. Il y en a tellement, les... sur la bande FM. Ouais, sur la bande. Il y a du monde, il y a du beau monde surtout. Depuis quelques années, une dizaine d'années, il faut dire que c'est pratiquement saturé. Donc, on occupe quand même cette place de choix, il faut le dire ainsi, la 88.4, juste avant le poste national de la CRTV qui est à la 88.8. Et c'est bien pour la pluralité. Dimitri Amba, qui a fait beaucoup de tours à la radio, est là, mais il est ce soir ici en tant que journaliste du Messager. Bonsoir, bienvenue dans l'arène une nouvelle fois, Dimitri. Bonsoir Rodrigue et bonsoir à nos téléspectateurs. Je crois que c'est un plaisir et un honneur
d'être sur ce plateau, justement pour en parler des questions d'arbitrage, des questions de sport, du droit de sport, parce qu'à un moment donné, les gens ont parfois l'impression que tout se joue seulement au stade, que non. Ça se joue également dans les bureaux, ça se joue dans les instances se joue de plus en plus au bureau. Et c'est important d'avoir celui qui est face à nous, notre invité, que nous essayons un peu de le bousculer, de le secouer dans tous les sens, afin de recueillir quelque chose de mieux. Dimitri Amba, je voudrais rappeler que le Messager prépare activement ses 40 ans. Oui, justement, le quarantenaire du Messager, c'est au mois de novembre. On est déjà en cuisine. Le comité d'organisation travaille dessus, notamment sur tout ce qui sera fait en termes d'articulation, en termes de conférences, en termes de débats, en termes de propositions de chemin parcouru et de participation du Messager dans la marche de la République, mais également dans le processus de démocratisation du Cameroun. Donc, vous savez, lorsque Feu Pius Ndiaou et les autres mettaient sur pied ce projet, le Messager, certains n'avaient pas cru aujourd'hui. Le Messager est devenu une référence. C'est un journal qui est digne d'être considéré. Et parce que c'est une référence, nous allons donc célébrer le quarantenaire du Messager avec tous ceux qui auront contribué, avec tous ceux qui ont tenu le flambeau et tous ceux qui continuent encore d'apporter de leur expertise. Et quand vous signalez les autres membres fondateurs, enfin ceux qui ont accompagné Pius Ndiaou est décédé en juin ou en juillet 2010, il y a cela 9 ans déjà, j'ai une pensée particulière pour Jean-Baptiste Sipa, qui a été directeur de publication après la mort de Pius et qui était au Messager au départ. Il sera sans doute inhumé dans les jours à venir. Et le Messager va participer justement à ces obsèques-là, parce que le coach, comme on l'appelait, Jean-Baptiste Sipa mérite d'avoir des honneurs dignes de son rôle. Merci Dimitri Amba. Je signale que vers le troisième quart d'heure de cette émission, nous recevrons en plateau Serge Bappé. Il est écrivain du sport. Il a notamment coécrit La Griffe du Lion. Il est observateur averti de la scène sportive naturellement, ancien administrateur du football, ancien président de club. Il va croiser le verbe avec Maître Montmaï ce soir dans le cadre du duel L'Arène. Ce sont ses rubriques rituelles. C'est d'abord mes préférences dans une quinzaine de minutes avec Raksha Basek Yedna qui fait office de joker de Karel Mezatia Choya qui a pris des congés avec l'émission. Et vers la fin, nous retrouvons Alain Gisenkanga pour restituer la substantifique moelle des propos tenus ici pendant 90 minutes. Puisque le décor est campé, je vous propose d'accéder à la première station de cette émission. C'est tout ce qu'on compte. J'avais Maï, nous allons d'abord zapper un peu l'actualité. Est-ce que vous avez vécu avec nous? Est-ce que vous avez eu le frisson comme nous lorsque vous avez entendu le président de la fédération algérienne susurrer que, je dis bien susurrer, on ne peut pas dire qu'il a affirmé, susurrer que l'Algérie pourrait éventuellement prendre la place du Cameroun en 2021 quant à ce qui est de l'organisation de la CAN? Merci de me poser cette question qui en réalité bouscule les consciences. N'est-ce pas, pendant qu'on se croyait tranquille dans un fauteuil douillet, on se rend à l'évidence que pendant que le Cameroun se prépare activement, il y en a qui supputent. Mais en même temps, ça fait du bien parce que on aime bien être bousculé. C'est important que vous sachiez qu'à côté, il y a quelqu'un, si vous ne vous manifestez pas à temps, qui pourrait prendre le relais. C'est important, pourquoi? Parce que si on reste dans une certaine lassitude, on peut se rendre à l'évidence qu'on a traîné le pas. Donc la situation actuelle nous permet de savoir que nous avons intérêt à faire vite. Et j'ai suivi des émissions aujourd'hui qui me faisaient croire que le jour dit est bientôt arrivé. Quand on a fait le tour des stades, on a l'impression qu'à 80-90%, que tout est déjà fin prêt. Donc, de mon côté, je ne peux pas dire que j'ai sursauté. Mais ça fait du boum au cœur de savoir quand même qu'il y a de la concurrence à côté. Vous savez que quand il y a de la concurrence, il y a aussi de la positivité. Mais est-ce qu'il ne faut pas définitivement clarifier le contrat entre la FECAFOOT et la CAF quant à ce qui est de l'organisation de la CAN? Parce qu'on a l'impression que la CAF ne se sent pas tenue par un contrat. Vous êtes avocat, vous savez que le contrat est la loi des parties. La CAF ne se sent pas tenue par un contrat avec la FECAFOOT quant à l'organisation de la CAN. Est-ce qu'il ne faut pas régler la question de ce point de vue-là? Moi, je pense que la question a été réglée. Je voudrais intervenir sur deux points.
Déjà, il faut savoir qu'avec la CAF, c'est un cahier de charges. Mais en réalité, comme vous l'avez fait remarquer, et c'est important de le dire, le cahier de charges, c'est un contrat qui renferme, n'est-ce pas, les droits et les obligations des parties. Donc, avec le glissement des dates qui a été opéré, on sera à l'évidence que la CAF a pratiquement fait des causes pour le Cameroun. Parce qu'effectivement, le contrat initial avait été modifié et on s'est retrouvé dans une situation dos au mur. Quand la CAF s'est rendue à l'évidence qu'effectivement, un contrat avait été unilatéralement modifié, n'est-ce pas, il y a eu ce glissement des dates de manière consensuelle. Si j'ai bien suivi le président Hamad, c'était de manière consensuelle. On peut donc dire que nous sommes engagés résolument aujourd'hui à exécuter les termes, n'est-ce pas, de ce cahier des charges. Et à la faveur de deux procédures initiées par le Comore, j'estime que la CAF a fait ce qu'il fallait parce que au détour de cette procédure, c'était le Cameroun qui était visé, n'est-ce pas? On était visé non seulement parce que le Cameroun estimait que nous ne devions pas pouvoir participer, un pan a déjà été réglé, nous avons effectivement participé. Pour la deuxième procédure, il était question qu'on nous retire l'organisation de la CAN, ce qui n'a pas été fait. À partir du moment où cette décision est devenue définitive, pour moi, il est acté que le Cameroun organisera la CAN 2020. Alors, maître, est-ce qu'il n'est pas possible d'analyser les propos de ce ministre comme étant, on va dire comme ça, un pied de nez fait à la CAF avant que l'Égypte n'organise cette CAN qui devait être organisée au Cameroun? On le prend comme ça. Tout avait commencé comme ça, avec des discours, des petits mots. Est-ce que ce ne sera pas une façon, par exemple, pour la CAF ou pour le président de la CAF, d'en découdre finalement avec le Cameroun, comme cela est presque affiché? Non, je n'ai pas le même regard que vous jetez, n'est-ce pas, sur les déclarations de ce responsable. Pour ma part... Le ministre des Sports algérien. Parce que tout à l'heure, nous avons dit le président de la Fédé, c'est bien le ministre des Sports algérien. Le ministre des Sports, voilà. Que ce soit le ministre des Sports ou bien le président de la Fédé, c'est les responsables algériens. Pour ma part, et pour nous qui sommes dans le milieu du sport, vous savez, quand un joueur est mis en compétition, il donne le meilleur de lui-même. Donc, je ne vais pas parler des gesticulations, mais je dis que ces supputations qui se font autour de cette organisation me fait plutôt plaisir et me réconforte dans l'idée que la CAN, c'est une compétition prisée et que nous sommes tout heureux de mettre tout en œuvre pour pouvoir l'organiser. Et pour les Camerounais que nous sommes, ça met la pression supplémentaire sur nos responsables et on voit bien que les choses bougent. C'est vrai que pour le commun de mortels, à un moment donné ou à un autre, on a vu plein de, comment je peux dire, de défaillances. On a l'impression que la machine était grippée. Mais aujourd'hui, je dis pour le peu que j'ai vu comme émission, tout laisse à croire que les choses bougent. Alors, maître Gervais Marmailly, est-ce qu'il n'y a pas quand même lieu aujourd'hui de regretter sur le plan juridique, parce qu'on l'a vu, je crois que c'était en 2018, en tout début d'année, il y a un Camerounais, Abdourahmane Amadou, pour ne pas le nommer, qui avait quand même réussi à traîner la CAF au niveau du tribunal arbitral du sport. Malheureusement, il n'a pas été suivi par la Fédération camerounaise de football. La suite, nous la connaissons. Aujourd'hui, on ne serait peut-être pas arrivé à supputer, peut-être qu'on n'aurait même pas perdu l'organisation de notre CAN en cette année 2019 que l'Égypte vient d'organiser. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de le regretter aujourd'hui? Honnêtement, je ne vois pas bien dans quel sens vous voulez aller. Ce que je sais, c'est que le glissement des dates a été fait de manière consensuelle. C'est tout ce que je peux dire. On pouvait éviter ce glissement. Est-ce que sur le champ du droit, on pourrait éviter, on pourrait contraindre la CAF de concéder au Cameroun l'organisation de cette CAN? Étant donné que le cahier de charges, effectivement, a été modifié, alors qu'on le sait, au cours du on était parti pour une CAN en janvier, une CAN à 16, on est passé à une CAN à 24, décidé de façon unilatérale par une partie au contrat. Et le format a été modifié de manière unilatérale, ça va sans dire. Moi, on ne va pas refaire le monde. Moi, je ne me jette pas dans le passé. Non, ce n'est pas une question d'opinion que Yannick adresse, mais c'est une question technique. Il veut sur le plan technique une réponse. Commencer à se préparer au cas où on venait à se faire, je ne sais pas, doubler. Honnêtement, vous me posez des questions m'invitant à lire dans une boule de cristal. Si vous parlez des aspects purement juridiques, ou bien des implications purement juridiques, n'est-ce pas? J'ai dit que pour ma part, le contrat, c'est une volonté librement exprimée des parties. Il y a eu, n'est-ce pas, une modification unilatérale. Nous disons oui. Nous avions, n'est-ce pas, une possibilité de dire non.
c'était possible que nous puissions dire non. Parce que le contrat, forcément, il est synalagmatique. C'est-à-dire qu'il y a des obligations pour l'une et l'autre partie. Mais qu'on le veuille ou non, imaginez un peu, il y a des contrats qui fatalement, qu'on le veuille ou pas, sont déséquilibrés. Quand vous contractez par exemple avec l'État, on vous dit qu'il y a des prérogatives exorbitantes de puissance publique. Donc le contrat avec l'État est forcément déséquilibré. Mais ce n'était pas le cas, Maître Mamani, avec entre la CAF et la FECAFOOT, on va dire ici sur le plan technique, qui représente le Cameroun. Si vous me laissez au moins finir. Allez-y. Il ne faut pas perdre de vue que la CAN, c'est un produit de la CAF. Mais il faut bien comprendre ça ainsi. Donc, qu'est-ce que la CAF recherche? C'est que les meilleures conditions d'organisation, n'est-ce pas, puissent, comment j'aurais pu dire, être mises en place. Et dans le cas de l'espèce, la CAF a décidé de passer à un format autre que le format initial. J'ai dit sur le plan humain, on aurait pu nous associer à cette démarche. Mais il se trouve que la Fédération camerounaise de football est membre de la CAF. Donc on peut s'imaginer que la Fédération camerounaise a participé à cette prise de décision. Si on avait demandé mon avis à moi, en tant qu'être humain, j'aurais dit, pour passer d'un format à un autre, on aurait pu penser à ça pour une prochaine édition. C'est-à-dire, on ne peut pas déjà avoir passé un cahier de charges avec quelqu'un qui est en train de tout mettre en œuvre pour l'organisation d'une compétition et subitement décide de modifier. Est-ce que, si vous aviez été conseil du Cameroun, pourriez-vous faire? Est-ce que vous aurez suggéré qu'on contre-attaque, puisque en tant qu'être humain, vous estimez qu'on aurait pu différer la modification de la structure de la CAN? Oui, donc maintenant vous posez bien le problème. Moi, j'aurais plutôt dit autre chose. Dans l'hypothèse où effectivement cette CAN nous était retirée, il y avait donc de la matière pour nous les avocats et pour des juristes. En ce moment, on était donc parti sur un terrain pour contre-attaquer, pour dire injustement, cette CAN nous a été retirée. Mais si de manière consensuelle, si les partis, au départ, ont passé un contrat, un concomitant prend sur lui l'initiative, n'est-ce pas, de modifier le contrat. Sera à l'évidence que cette modification peut poser problème, revient au meilleur sentiment et s'accorde avec le parti pour différer l'organisation de la CAN. Il n'y a plus de problème, c'est terminé. Mais si la CAN avait été retirée, en ce moment, il y aurait des implications juridiques. Et je m'étais exprimé sur votre chaîne pour dire, imaginez un seul instant tous les sacrifices consentis par le peuple camerounais. L'argent qui a été mis au niveau des infrastructures. Mais c'était démentiel. On aurait pu donc dire à la CAN, comme c'est un investissement que nous avons fait, et que fatalement on s'attend à un retour sur l'investissement, vous nous avez privé de cette organisation, voilà tous les effets induits, n'est-ce pas, de cette privation. C'est vous qui devez pouvoir payer la note. Alors, mais le problème n'est plus là aujourd'hui. Mais c'est une façon de dire que les Camerounais étaient eux-mêmes d'accord du retrait de la CAN après que l'on ait dit que le pays sera prêt le jour dit. Vous savez, moi j'ai un défaut, parce que je ne connais pas faire dans la langue de bois. Il faut avouer au moment où le glissement des dates est opéré qu'on n'était pas prêt. Le glissement des dates qui est une expression du politique. Soit, mais c'est une expression, et puis c'est en français, c'est compréhensible. Nous n'étions pas prêts, c'est une évidence. Donc, la situation, quelque part, nous arrangeait. La situation, quelque part, nous arrangeait. Au lieu de faire les choses à moitié, il vaut mieux bien les faire. Donc, je serais plutôt très heureux qu'effectivement la CAN se tienne en 2021 et que ce soit la plus belle CAN qu'on puisse organiser. Dans tous les cas, nous avons un essai que nous devons pouvoir faire avec le CHAN. Et pour lequel nous avons demandé un glissement également. Pour l'instant, de 5 mois. Pour l'instant, j'ai dit, c'est un prélude, n'est-ce pas, à l'organisation de la CAN, et c'est un galop d'essai déjà. Restons sur la CAF, chers confrères, restons sur la CAF, avec une sorte d'administration provisoire qui a débuté le 1er août, il y a 3 jours. Comment doit-on comprendre la forme d'administration de la CAF aujourd'hui, sur le plan technique? Qu'est-ce qui se passe au Caire en ce moment? D'accord. Pour répondre de manière schématique, vous convenez avec moi que quand on a mis en place une organisation, fatalement elle est perfectible. Donc j'ai plutôt l'impression que la CAF, de plus en plus, est en train de vouloir s'arrimer, n'est-ce pas, aux bonnes pratiques internationales. Et si j'ai bien suivi le président Ahmad, je peux me tromper, vous allez corriger, après avoir envisagé l'hypothèse de faire venir la FIFA, c'était pour le bien de cette organisation. Je peux plutôt dire que ça relève de ce qu'on appelle un audit, mais un audit des procédures. Parce que les process sont mis en place au niveau international et s'appliquent fatalement au niveau inférieur. Donc il serait plutôt, à mon sens, louable
qu'on puisse arrimer aux bonnes pratiques managériales, n'est-ce pas, déjà implémentées au niveau de la FIFA, pour qu'on retrouve exactement les mêmes mécanismes au niveau inférieur. Parce qu'on a décrit parfois, j'aurais pu dire des mots au niveau international, ça a peut-être déjà été corrigé au niveau de la FIFA. Et il va sans dire que pour éviter que les mêmes situations ne se reproduisent à la CAF, le président de la CAF peut, ou bien a estimé nécessaire d'anticiper et a demandé, n'est-ce pas, qu'on vienne l'appuyer dans le cadre de la mise à niveau, ou bien de l'arrimage, n'est-ce pas, de la CAF aux bonnes pratiques. Maintenant, je voudrais dire quand même que pour beaucoup, pour ceux avec qui j'ai échangé, il pourrait s'agir d'un problème de terminologie. Parce que quand on parle de la mise sous tutelle, pour ceux qui ont encore les reliques du colonialisme, ça fait quand même un peu tiquer. On peut se souvenir quand même que pour ceux qui ont fait ce qu'on appelle la géopolitique, on se souvient que pour que nous soyons dans les jurons de ceux qui nous ont colonisés, il a fallu qu'une missive soit rédigée à l'attention des Allemands pour leur demander de venir gérer ce pays. Et cette missive avait aussi été adressée aux Anglais. Et on se retrouve... Les Allemands sont arrivés plus tôt et les Anglais étaient tous les consoles. Voilà. Donc, c'est cette terminologie qui, pour certaines que j'ai écoutées, pourrait poser problème. Mais dans le fond, qu'est-ce qui est recherché? C'est la compétitivité, n'est-ce pas? C'est des procédures qu'il faut mettre en place. Et quand on a la chance d'avoir des procédures qui sont mises en place, dans la situation qui est la nôtre, je dis c'est plutôt une situation favorable. Donc, ceux qui viennent aujourd'hui de la FIFA sont un peu comme des auditeurs internes. Ils viennent palper du doigt, n'est-ce pas, la situation actuelle des procédures au niveau de la CAF et voir dans quelle mesure former ce personnel à de bonnes pratiques sur le plan international. Alors, maître, est-ce qu'on n'a pas pu le faire lorsque le président Issa Hayatou était à la CAF et que l'on décide par exemple aujourd'hui d'arrimer la CAF à la FIFA pour poursuivre la question? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que depuis le départ d'Issa Hayatou, son successeur a du mal à fonctionner ou pour peut-être certains restes, certains pions, certaines personnes qui ont eu à travailler avec le Yerima continuent d'agir pour mettre à mal Ahmad Ahmad? J'ai plutôt l'impression, quand je vous suis, que vous avez la réponse à votre question. Parce qu'en réalité, vous savez que... Généralement, les journalistes ont des réponses pour des questions qu'ils posent. Rien n'est secret, tout se transforme. Rien n'est secret, ça c'est un principe de vie. Chacun qui arrive avec une certaine vision, avec une certaine projection, avec un cahier de charges qui peut s'imposer. Donc ne faites pas le procès d'Ahmad ici. Moi je ne pense pas que ce soit la chasse aux sorcières. Nous sommes dans une certaine continuité. Chacun va apporter sa touche. Et si quelqu'un estime que pour apporter la touche, il faut déjà que je vois ce qui est acquis et que je vois dans quelle hypothèse, bien dans quelle mesure je pourrais améliorer, moi je ne vois pas quel reproche on pourrait lui faire. Est-ce à dire, maître Nanaï, qu'à ce niveau, le président de la CAF et toute son équipe sont incompétents, ils sont incapables de résoudre ou de résorber ces problèmes dont vous avez évoqué tout à l'heure pour aller chercher le renfort du côté de la FIFA? Vous savez, je vous interpellais tout à l'heure pour dire que la CAF, c'est au niveau africain, Confédération africaine de football. Mais au-delà, il y a la FIFA. C'est comme si vous me demandez maintenant, pour nous qui sommes, n'est-ce pas, à la Chambre de conseil d'arbitrage, si d'aventure, ceux du TAS viendraient au Cameroun nous donner un coup de main sur le plan purement technique, ce qui poserait problème. Ce serait plutôt du pain béni. On n'allait pas chercher le sexe des anges. Alors, peut-être Ahmad, conscient de ce qu'il se serait peut-être retrouvé encerclé, décide de faire appel à Samuel Eto'o et à Didier Drogba pour essayer peut-être de l'accompagner pour qu'il sorte du naufrage ou bien du cercle infernal dans lequel il se trouve. Si vous explicitez le mot encerclé, qu'est-ce que vous mettez dans encerclé? C'est vous qui répondez aux questions, maître. Oui, je vous en prie. Il faut bien que je vous comprenne pour vous répondre. C'est en français, encerclé. Il l'utilise au sens premier du terme, je crois. Sauf si je me trompe. Non, je ne trouve pas qu'il soit encerclé. Moi, je trouve qu'un manager a sa vision. Moi, j'aime bien juger le morceau au pied du mur, qu'on laisse un peu faire et qu'on voit dans quelle direction il voudrait nous amener. Revenons un peu au Cameroun. Vous pourriez, au niveau de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, être saisi du dernier dossier, la dernière sanction du comité éthique de la FECAFOOT. Vous pourriez, je dis éventuellement, qui a condamné à vie, qui a sanctionné qui a mis en quarantaine à vie l'ancien président Tombi Aroko. Comment, de la posture de juriste, d'arbitre, avez-vous appris cette nouvelle? Non, de la posture d'avocat, ce serait mieux. Arbitre, non.
Parce que vous savez qu'en tant qu'arbitre, il y a un sceau de la confidentialité de tout ce que nous avons comme activité. Comme avocat, ce serait mieux. Comme rapporteur général, ce serait aussi mieux parce que j'ai l'obligation de communiquer sur les activités de la Chambre. Oui. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'on n'en est pas encore là. Oui. Et le chemin peut encore être long parce qu'après la décision de ce comité éthique, il me semble, si j'ai bien parcouru les textes de la FECAFOOT, qu'il y a une commission de recours. Donc, je ne saurais présager de ce que l'avocat, n'est-ce pas, de M. Tombi est en train d'entreprendre. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu défiler sur les réseaux sociaux un communiqué faisant état de sa suspension. Et j'ai vu la réaction de son avocat. Qui estimait qu'il ne devait pas avoir de publicité autour avant décision définitive. Est-ce que la norme n'aurait pas été respectée par la FECAFOOT de ce point de vue-là? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que, ça vous le savez avec moi, que quand la décision du comment est intervenue, ce n'était pas une décision, c'était sous forme d'un communiqué. Donc chaque juridiction a sa forme pour communiquer. En ce qui concerne la Chambre de conciliation et d'arbitrage, c'est des notifications. Ça veut dire qu'il faut notifier aux parties. Donc ce n'est pas une question de publication de la décision. Donc je fais très attention quand je ne maîtrise pas, n'est-ce pas, le fonctionnement d'une juridiction, je prends mes précautions. Mais je sais qu'au niveau du TAS, et on l'a constaté pour la décision du comment, c'était sous forme d'un communiqué. Est-ce finalement, ces décisions, n'est-ce pas, de la commission d'éthique de la FECAFOOT qui arrive, c'est-à-dire au lendemain de l'échec presque cuisant des Lions indomptables à la CAN 2019, n'était pas finalement pour brouiller un tout petit peu les pistes? Est-ce que c'était pas mettre la chasse aux sorcières? Je ne pourrais pas aller dans le même sens que vous. Ce que je sais, c'est que quand j'ai lu ce communiqué, ça faisait état d'une procédure qui avait été ouverte. Donc maintenant, vous n'allez pas demander à ceux qui ont été saisis quel est le bon moment. Vous savez, j'ai la chance quand même d'être dans un métier où on côtoie aussi les magistrats. Il y a des situations parfois où on a l'impression que le magistrat doit tenir compte de l'ordre public. C'est important. Mais qui est garant de l'ordre public? C'est le procureur de la République. Les juges, non. Donc, c'est comme une décision d'un juge qui est intervenu à n'importe quel moment. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Dans un dossier que j'ai eu, il y a un juge qui avait été interpellé et puis il a simplement répondu pour dire qu'il ne gère pas l'ordre public. Il dit le droit. Et le droit, c'est sans antipathie, n'est-ce pas? Et le moment où la décision intervient, on ne peut pas la connaître. Je vous pose cette question parce que dans ces décisions, il y a plusieurs affaires au rang desquelles on a constaté quand même que dans certaines, je ne sais pas s'ils s'appellent également juges, ceux qui sont dans cette commission-là, ont estimé qu'ils n'étaient pas compétents pour agir. D'où justement ma question. Pourquoi beaucoup plus ce cas, c'est-à-dire M. Tombi qui a été pratiquement radié du football au Cameroun, du sport en général? D'accord. À ce moment, vous irez les trouver pour leur poser la question, puisque je ne suis pas dans cette chambre pour répondre. Alors, revenons donc à la Chambre de conciliation et d'arbitrage. La dernière décision, la plus querellée, ou en tout cas la plus retentissante. Peut-être que vous avez pris d'autres décisions entre-temps, parce que la CCA n'existe pas que pour le football et que pour la FECAFOOT, c'est le sport en général. C'est la décision du 11 avril par laquelle la CCA se disait incompétente pour connaître du recours de l'association des clubs de football de la FECAFOOT, de la CEFAC notamment, qui demandait l'annulation du processus électoral ayant abouti à l'élection du nouvel exécutif qui a à sa tête, Seydou Mbobondjoya. Est-ce que vous pouvez nous restituer le sens de cette décision-là? D'accord. Déjà, je voudrais que je ne vais pas vous forcer la main. Votre propos, pour nous, n'est-ce pas, n'essayez pas toujours à une juridiction, quand vous dites retentissante. Pour nous, un dossier, c'est sans état d'âme. Qu'on arrive à connaître. Pour nous, la presse, ouais, mais nous tenons compte des retentissements. C'est normal, parce que voilà. Là, vous laissez parler, j'aurais pu dire la passion. Non. Nous, c'est sans état d'âme. Donc, pour nous, un dossier, c'est comme un autre. Il n'y en a pas de petit, il n'y en a pas de grand. Vraiment, c'est comme, on pourrait dire, c'est pas le bruit de l'eau qui empêche le poisson de dormir. N'est-ce pas? Quand nous devons connaître d'un dossier,
On regarde simplement les contours juridiques de ce dossier. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de la décision. Quels commentaires on peut en faire? Non, je demande simplement de clarifier? Voilà. Non. Déjà, je ne vous demande pas de commenter votre décision, non. Voilà. De clarifier. Clarifier non plus, parce que c'est du blanc, bonnet blanc. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que mais en tant que pour ceux qui n'ont pas compris, vous êtes appelé à communiquer autour de la question. Voilà. On ne peut pas communiquer sans procéder à des clarifications. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris le sens de la décision, déjà, c'est pas ce que vous avez dit. La décision qui a été rendue par les arbitres précise bien que la Chambre était incompétente pour statuer sur une demande qui était nouvelle. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'invente pas le fil à couper le beurre. La Chambre de conciliation et d'arbitrage, dans sa composition actuelle, c'est la conciliation qui est la porte d'entrée de la procédure d'arbitrage. Donc, on peut dire que c'est le 2 en 1. Et quand les gens ne l'ont pas assimilé, il faut simplement que ces gens fassent preuve d'humilité. Et ces procédures 2 en 1, ça se retrouve partout. Donc, ce n'est pas l'apanage simplement de la Chambre. Au TAS, c'est peut-être pas écrit qu'ils font de la conciliation et de l'arbitrage d'un côté, mais quand les parties viennent en arbitrage, au TAS par exemple, il est plausible, il est permis aux arbitres d'essayer d'abord de concilier les parties. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut intérioriser, c'est que le milieu du sport, c'est un milieu de gentlemen. La solution... En principe. C'est un milieu de gentlemen. Maintenant, bon, les baby galeuses, il y en a partout aussi. Hein, il y en a partout. C'est pas nouveau. La dernière actualité autour de la FIFA... Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que on commence toujours par ramener les parties sur une table du dialogue. Donc, c'est la conciliation. Et ensuite, quand les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord, qu'on va en arbitrage. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a déjà saisi la Chambre, c'est le déclenchement de la procédure. Il n'y a plus un retour en arrière, ce n'est pas possible. Donc, à mi-parcours, on ne peut pas changer sa requête. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle le principe de l'immutabilité du litige. Ça veut dire un litige qui est déjà porté à la Chambre. Donc, il n'y a pas une chambre de conciliation à part, une chambre d'arbitrage à part. Non. J'ai simplement indiqué que la conciliation, c'est la porte d'entrée de l'arbitrage. Un peu comme on rentrait dans un immeuble par le rez-de-chaussée. Voilà. Par exemple. Donc, pour le cas que vous évoquez, le collège qui a été saisi de cette affaire s'est rendu à l'évidence que la requête qui avait été présentée en conciliation n'était pas la même que celle qui a été présentée en arbitrage. Il va sans dire que dans ces conditions, comme la loi de 2018, de juillet 2018 sur les activités sportives au Cameroun, n'est-ce pas, indique et précise que la conciliation, non seulement c'est un préalable, mais c'est un préalable obligatoire. Ça veut dire que ce n'est pas facultatif. Il n'appartient donc pas aux parties de choisir d'introduire une procédure en conciliation et, subitement, n'est-ce pas, d'introduire un autre recours en arbitrage. Non. Alors, est-ce qu'il est arrivé? Et ce qui s'est donc passé, c'est que la requête qui a été présentée au conciliateur n'était pas la même que celle qui allait en arbitrage. Et, comme on pourrait dire, le sort était connu. Le sort était connu pour les juristes qui sont humbles et qui acceptent que c'est comme ça que les choses se font. Alors, maître, est-ce qu'il est possible d'avoir une requête qui est recevable ou qui est irrecevable en conciliation, mais qui est plutôt recevable en arbitrage? La même procédure. D'accord. Parce que vous posez la question et c'est important parce que ceux qui nous suivent doivent savoir comment ça fonctionne. En conciliation, c'est la chose des parties. Les conciliateurs rendent une décision qui est conforme, n'est-ce pas, à la volonté librement exprimée des parties. Ça veut dire quoi? Quand des parties ne s'entendent pas, les conciliateurs n'ont pas le choix. Vous ne forcez pas la main. Vous dressez simplement un procès verbal de non-conciliation. Quand les parties s'entendent en partie, vous dressez un procès verbal de conciliation partielle. C'est-à-dire, vous notez que voilà les chefs de demande qui ont été présentés, voilà ce sur quoi les parties se sont entendues. Et je m'arrête d'abord là pour vous dire le mécanisme avec lequel on poursuit avec la procédure. Ça veut dire que si vous avez présenté des demandes et que vous avez réussi à régler votre différence sur 2 ou 3 points et qu'il y a des points qui sont restés non réglés, c'est ces points-là simplement avec lesquels vous allez en arbitrage.
Et dans l'immutabilité Prenons- du litige. Maintenant, Mais est-ce qu'on peut lier à des cas précis, aux cas précis qui nous intéressent, justement, pour que les téléspectateurs se voilà, je retrouvent? voudrais donc continuer pour dire, dans l'hypothèse, n'est-ce pas, où les parties se sont entendues sur le tout, on dresse ce qu'on appelle un procès verbal de conciliation totale. Arrêtez qu'il y ait une véritable décision de justice. C'est-à-dire que jamais plus les points que vous avez présentés, vous pouvez revenir devant la Chambre. Ce n'est pas possible. Maintenant, à côté de ça, il y a une possibilité que les parties introduisent un recours, mais vont s'entendre au quartier. Ça, c'est déjà arrivé aussi. Parce que j'ai dit, la conciliation, c'est la chose des parties. On s'entend à l'amiable. Quand ces parties finissent par s'entendre au quartier, elles viennent encore devant les conciliateurs. À ce moment, on a un procès verbal d'homologation. C'est-à-dire ce que vous avez pris On entérine ce que vous avez. C'est l'expression, merci beaucoup. Mais chez nous, on dit un homologue. Mais en fait, c'est entériné. Oui. C'est-à-dire, votre arrangement à vous, on le prend seulement, on le met dans un document qu'on appelle procès verbal. Et les conciliateurs y apposent leur sceau, les parties apposent leur signature. Ça veut dire que jamais plus on ne peut revenir dessus. Maintenant, quand les parties ont décidé de régler leurs différends de la sorte, et qu'une partie voudrait faire volte-face, qu'est-ce que l'autre partie fait? Elle prend seulement le même procès verbal, elle va faire apposer ce qu'on appelle la formule exécutoire. Donc, dans le cas qui est celui que vous évoquez, les parties ne sont pas conciliées. La FECAFOOT. Et la CFA. Je ne vais pas citer les contemporains, mais vous avez posé le problème, les gens sont en train de nous suivre. Donc, les parties n'ont pas réussi à se concilier. Et la non-conciliation peut venir de deux choses. C'est-à-dire, je peux vous inviter à la conciliation, vous ne venez même pas. Ça, c'est possible. Tout comme vous pouvez venir et on finit par ne pas s'entendre. Dans cette hypothèse, c'est cette même procédure que vous avez introduite qui continue en arbitrage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour saisir la Chambre déjà en conciliation, on vous dit à ce qu'on appelle la computation des délais. À partir de la survenance de l'événement qui vous fait grief, vous avez 30 jours. Il faut suivre les 30 jours. Sinon, à un moment donné, vous êtes forclos si vous n'avez pas fait dans les 30 jours. Vous cessez la Chambre en arbitrage, vous ne vous entendez pas, vous devez poursuivre en conciliation. Et ça a été le cas. Sauf que la première demande qui a été présentée, j'ai suivi plusieurs de vos émissions, vous avez débattu là-dessus. Il y avait 5 chefs de demande qui ont été présentés. Par la suite, en arbitrage, il y en avait 9. Fatalement, ce n'est pas la même requête. Et dans la situation qui est celle de ce dossier, ça peut arriver. Ça peut arriver que les parties se soient trompées. Donc, dans cette hypothèse, les arbitres ont dit, comme les chefs de demande qui ont fait l'objet de rajouts n'ont pas fait l'objet de conciliation, il ne s'agissait pas de la même requête. Par contre, il est arrivé aussi qu'une partie commence avec une procédure en conciliation, va en arbitrage avec la même requête, mais après présente ce qu'on appelle une demande additive, qui est donc détachée de la demande principale qui avait été introduite. Dans cette hypothèse, on sait que cette demande-là, comme elle n'est pas passée en conciliation, elle est irrecevable. Je ne sais pas si vous percevez un peu. Est-ce qu'il y a des sanctions prévues, par exemple, à ce niveau-là? Oui, mais la sanction, c'est la décision qui vous dit soit elle est incompétent, soit la demande elle est irrecevable. Pour le cas de la FECAFOOT en ce moment, puisque nous y sommes, on se rend quand même compte que la Chambre de conciliation et d'arbitrage est devenue un peu plus souple, ce qui n'était pas le cas lors du passage de Tombi à Roko Sidiki. On avait toujours l'impression, pas l'impression, ceux qui travaillaient avec Tombi avaient l'impression que cette chambre-là était aux ordres et qu'aujourd'hui, tout serait revenu dans l'ordre. Alors, maître, vous-même, votre langage a un tout petit peu changé. Vous n'êtes plus le même. Est-ce parce que vous êtes désormais le greffier en chef que vous pouvez être un peu plus souple, bien faire ami avec les responsables de la FECAFOOT? Heureusement que je vous ai vu venir. Non. Vous savez, comme juge, nous sommes froids. Les impressions des uns ne nous intéressent pas. Il y a des dossiers qui sont soumis, n'est-ce pas, aux juges, et ils apprécient ça par rapport à leur consistance. Et j'ai dit, comme vous avez eu la chance vous-même de rouler cette procédure d'un peu plus de tintamarre, mais les gens ont vite compris. Quand on s'est planté, on s'est planté. Ça ne trompe pas. J'ai dit, pour une procédure qui a été introduite, n'est-ce pas, devant la Chambre, il n'y a pas deux chambres, c'est la même Chambre. Donc, il n'est donc pas possible, ou bien juridiquement admissible, qu'en cours de chemin, la requête change. Maître Mamali, dans cette affaire FECAFOOT à CEFAC ou l'inverse, à CEFAC FECAFOOT, avez-vous, oui ou non, rédigé une seconde sentence, alors même que la CEFAC avait déjà saisi, n'est-ce pas, à travers un recours, le TAS, au sujet de la première requête qui avait été rendue le 11 avril?
D'accord. Je préfère d'abord corriger ce que vous avez dit. Vous avez parlé de requêtes, La mais en fait, première ce sont des décision. décisions. Non. Donc, il ne peut jamais y avoir des décisions. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas imaginable. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que quand des juges ou bien des arbitres rendent une décision, en réalité, ce qu'on vient lire à l'audience, c'est le dispositif. C'est le dispositif de la décision. Et quand vous regardez les textes du TAS, c'est la même chose. Ça n'a jamais changé nulle part. Ça n'a jamais changé nulle part. Donc, quand on a rendu le dispositif de la décision, vous devez pouvoir être patient pour atteindre la décision. La décision, c'est plus d'une chose. C'est les visas, c'est la motivation. Parce que, en réalité, ce que les gens doivent savoir, c'est que quand vous avez un dispositif, c'est la solution. Mais il faut avoir le cheminement. Parce que même quand vous voulez attaquer une décision, il faut savoir qu'est-ce qui a motivé, n'est-ce pas, les juges à rendre telle décision. C'est quelque chose de logique. Donc, pour répondre à votre question, non, vous me laissez finir, parce que je suis là pour éclairer. D'accord. Donc, quand on rend une décision, les parties peuvent lever ce qu'on appelle un extrait du plumitif. C'est pas nouveau, c'est partout. Même au TAS, si vous voulez, les documents sont accessibles. Le dispositif est disponible dès qu'on a rendu la décision. Et c'est ce qui s'est produit. Dès qu'on a rendu la décision, les parties sont venues, n'est-ce pas, lever un extrait du plumitif. Par contre, la décision, c'est tout autre chose. Il faut attendre que le collège la rédige. Et nos textes disent que quand la décision est disponible, en réalité, ce n'est pas la décision, c'est ce qu'on appelle le factum. C'est-à-dire c'est ce que les juges ont écrit. Et que moi, qui suis greffier en chef, je vais consigner dans mes registres ce qu'on appelle la minute. Et quand vous avez dans la minute, vous levez une expédition de la minute. C'est un peu comme en matière foncière. Le titre foncier est à la conservation, c'est qu'on délivre aux parties, ce sont des copies. Donc notre texte nous dit que quand la minute est disponible, je délivre aux parties des expéditions et c'est moi qui procède aux notifications. Ce qu'il faut donc comprendre... cette seconde sentence. Vous entendez parler ou bien vous me posez la question? Je vous pose la question. Il n'y a donc pas eu de seconde sentence, c'est ce que je vous explique. Les parties sont venues lever un extrait du plumitif et il fallait attendre que la décision ne soit disponible. Merci. Voilà. Cette décision est arrivée à quel moment? Après la première copie que vous avez donnée aux parties? Il n'y a pas eu de première copie. Je vous dis, les parties ont eu un extrait du plumitif qui n'est en réalité... Après cet extrait du plumitif, après combien de temps la décision est arrivée? D'accord. Donc, je vous explique. C'est important pour ceux qui nous écoutent. C'est important. Et c'est très important pour vous surtout. Parce que vous devez éclairer les autres comme journalistes. Donc, les parties ont levé ce qu'on appelle un extrait du plumitif, qui n'est que le dispositif de la décision. Un mois plus tard, les arbitres ont déposé le factum. Sur la base du factum, on fait la minute, n'est-ce pas? De la minute, on délivre les expéditions. C'était dans les délais d'un mois. Au TAS, ce qui est prévu, c'est les délais de 3 mois. C'est-à-dire quand vous avez un dispositif qui est disponible, c'est-à-dire quand vous avez pris un essai primitif de la décision, ou bien quand la décision a été rendue. Au TAS, ce n'est pas une décision qui est rendue à l'audience. Puisqu'au TAS, voilà ce qui se produit, c'est que quand vous avez fini avec l'audience de plaidoirie, vous attendez seulement la décision dans vos boîtes. Mais chez nous, on organise une audience de mise en délibéré où on vous lit la décision. À partir de ce moment, n'est-ce pas, dans nos textes, qui sont en réalité à l'image des textes du TAS, les arbitres doivent rendre la sentence disponible, c'est-à-dire que le factum. Et les arbitres, dans le cas de ce dossier, un mois plus tard, je peux dire qu'ils ont même travaillé vite, ont rendu cette décision disponible parce qu'au TAS, c'est le délai de 3 mois. Alors, on peut conclure, si vous permettez, mais vous n'avez pas été influencé. Je vais finir ma question, vraiment, avec ta permission. Oui, allez-y. Toujours dans la même affaire, en décembre 2018, la FECAFOOT, oui ou non, n'avait-elle pas demandé un certificat de non-réconciliation? De non-conciliation. De non-conciliation. De non-conciliation. De non-conciliation. Non. Attendez, imaginez un peu. La décision a été rendue, comme vous le dites. Quand? Rappelez-le, puisque c'est vous qui êtes en train de moduler. Vous dites que c'était en avril, c'est ça, non? Le 11 avril. D'accord. Ça, nous sommes en arbitrage. Un procès verbal de non-conciliation ne peut se donner qu'à l'issue d'une procédure de conciliation. Il ne faut donc pas faire l'amalgame. Donc, vous commencez en conciliation, on vous délivre des procès verbaux de non-conciliation parce qu'il n'y a pas eu entente entre les parties. Et c'est cette pièce qui est la toute première qui vous permet d'aller en arbitrage. Pour la partie la plus diligente, surtout pour le demandeur à l'instance. Donc, si vous n'avez pas un procès verbal de non-conciliation
vous ne pouvez pas aller en arbitrage. Il n'y a que deux hypothèses. Soit vous avez un procès verbal de conciliation partielle, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui n'a pas été réglée, qu'il faut que les arbitres règlent. Soit vous avez un procès verbal de non-conciliation, c'est ça qui vous permet donc d'ester devant les arbitres. Si vous avez un procès verbal de conciliation totale, quel serait l'intérêt de venir saisir les arbitres? Il y en a Merci. pas. On va suspendre, malheureusement, l'horloge tourne. On va suspendre cette partie de l'interview pour prendre la vie côté jardin de notre invité. Ça fait partie des modalités de l'arène. Et pour l'exercice, Raksha Basek est bien installé. Bonsoir Raksha et bienvenue dans l'arène. Vous avez notre invité pour 5 minutes. Merci Rodrigue, bonsoir messieurs. Bonsoir Maître Maï. Bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. Si vous m'aviez demandé ça avant, je vous aurais dit, je me sens à mon aise, on m'appelait Maître Man Maï parce que c'est ça mon nom. Parce que Maître Maï, il y en a un autre. Mon petit frère aussi est avocat. C'est lui Maître Maï, moi c'est Maître Man Maï. Maître Man Maï. Merci. Autant pour moi, vous êtes... Je me sens mieux comme ça. D'accord. Vous êtes avocat, vous êtes arbitre, vous êtes greffier. Dites-moi, vous êtes tellement occupé, quand est-ce que vous prenez du temps pour vous divertir et comment le faites-vous? Ce que je sais pour le peu de lecture que je fais, c'est que pour toutes les occupations que je peux avoir, mon cerveau occupe à moins de 3%. Il y a encore beaucoup d'espace. Et comment donc vous faites après la lecture pour vous divertir? Si vous enlevez 3% à 100%, ça veut dire que j'ai pratiquement 90% qui me reste. J'ai beaucoup d'autres choses à faire. Je ne suis même pas complet. Mais ce n'est pas davantage le cerveau, c'est le temps. La journée justement, c'est le temps, 24 heures, exactement. 24 heures, c'est beaucoup. D'accord. Je vous le conseille, Maître Man Maï. Dites-moi encore, quelle est la pire chose que vous ayez jamais faite depuis que vous êtes tout petit jusqu'à nos jours? La pire chose que j'ai jamais faite, oui. Je ne sais pas trop. Il doit bien avoir quelque chose. Forcément. Oui, ça peut être enfui dans mon cerveau avec tout ce que je fais comme activité. D'accord, je reviendrai c'est dans les 97%. Voilà, effectivement. Bon, je ne vais pas vous laisser comme ça, je reviendrai sur la question. Soyons un peu coupés, Maître Man Maï. Êtes-vous marié? Oui. Avez-vous déjà trompé votre femme? C'est pas nouveau, sous le soleil. Donc, vous avez déjà trompé votre femme. D'accord. Si on vous demandait de choisir entre la polygamie et avoir une maîtresse, qu'est-ce que vous choisiriez? La polygamie, avoir une maîtresse. Oui. La différence, c'est quoi? C'est que la polygamie, vous êtes légalement marié avec la deuxième femme. Avoir une maîtresse, c'est celle qui est dehors, mais vous n'êtes pas légalement marié. Tout ça, c'est une question d'état d'esprit. Donc, vous prenez les deux alors? Voilà. Autant être clair, Maître Man Maï. Parlons un peu de culture. À votre nom, on dirait que vous êtes du littoral du Cameroun. Parlons de musique précisément. Il y a le Makusa, il y a l'Asiko. Entre Makusa, Asiko et Jazz Blues, de quelle partie vous affilierez-vous? Bon, je suis du littoral, du côté de mon père. Je suis de l'océan, du côté de ma mère, donc je nage dans l'eau. Oui. Mais c'est curieux, mais j'aime la musique qui tape, quoi. J'aime la musique qui tape. La musique qui tape. Arafat. Oui, tout ce qui cogne. J'aime bien parce que ça me permet de me défouler. Je n'ai pas autre chose pour me défouler. Ah, Lady Ponce, tout ce qui tape. Voilà, un peu la musique de l'heure, quoi. La musique de l'heure. Mais si vous voulez que je vous fasse une confidence à vous, parce que vous êtes gentil, j'ai été très fan de petits pays. Très fan. Et puis, d'autres personnes auraient même dit que je lui ressemble un peu. Oui, à regarder, c'est pas très... J'ai des faux airs de petits pays, c'est ce que les gens me disaient tantôt. Voilà. Alors, dites-moi, on dit généralement que les avocats, votre avocat aussi, je l'ai mentionné, on dit généralement que les avocats, quand ils sont morts, quand ils les enterrent, c'est la face en bas, c'est vrai? Vous avez bien assisté au deuil de vos confrères. Pas que j'assiste, je dois les enterrer parce que dans le cadre de ma promotion, j'en suis le président. Oui, non, c'est des histoires. C'est des histoires. En fait, c'est des mythes que les gens entretiennent. Mais ça n'a jamais été pareil. Dans tous les cas, qu'on soit enterré face ou bien, je ne sais pas, de côté, on finit par devenir poussière. Donc la position dans le petit caveau, c'est même pas important. Il fallait bien que vous... D'autres même demandent qu'on les incinère, c'est possible aussi, que moi je demande ça. Il fallait bien qu'on vous répondiez à cette question parce que beaucoup de personnes ont Non, c'est des histoires. C'est des histoires. D'accord. Tout ce qu'on sait, c'est que quand vous acceptez de devenir avocat, comme dans tous les autres corps de métier, comme la prêtrise, d'autres corps de métier comme ceux-là, vous appartenez désormais à une autre famille. C'est vos confrères qui vous enterrent. Et puis on vous enterre avec votre robe.
Donc, il n'est pas possible d'y déroger. À part ça, il n'y a rien. D'accord, c'est une précision qui était vraiment importante. Je reviens à ma question qui était de savoir quelle est la pire bêtise que vous n'ayez jamais commise. J'aimerais vraiment avoir une réponse. Forcément, il y a les petits 100 francs qu'on volait dans les poches de maman. Vous pouvez évoquer un joker Oui, également. bon, vous pouvez aussi donner un joker On va vous aider. pour la prochaine fois. D'accord, je vais être sincère. Oui. La pire chose que j'ai pas pu faire, que j'aurais aimé faire. D'accord. Ouais, j'ai été longtemps volleyeur, mais pratiquement contraint d'arrêter de jouer parce que mes parents, mes amis, avaient imaginé l'hypothèse où une carrière peut être courte et que par la suite, il pourrait être difficile de joindre les deux bouts. Donc, j'ai été pratiquement forcé d'arrêter cette carrière que j'avais entamée. Je me sentais bien à mon aise. Une passion que vous exercez quand même dans vos temps libres, dans les 97 autres pourcents qui restent. Ouais, je ne peux plus faire du sport aujourd'hui parce que, vous savez, quand on commence le sport un peu tôt, après, avec les extensions, avec les adducteurs, on a des problèmes de genoux. Oui. J'aime bien faire la marche à pied, puis ça me va bien aussi. D'accord, Maître Maï, Maï, autant pour moi, j'espère ne pas vous avoir trop embêté. Merci d'avoir répondu aux questions de mes préférences. Je vous laisse entre les mains expertes de Rodrigue et de ses Merci, car. Quand même, si vous m'aviez embêté, votre sourire seul contribue à tout effacer. Merci, moi je vous Merci Raksha Bassek d'être passé par ici. On se retrouve dimanche prochain. Il y a quelques questions qui sont tombées concernant votre jardin secret. Il y a des promotionnaires à vous. Je ne citerai pas de nom qui vous appellent le seul et l'unique. Ça renvoie à quoi? Oui, parce que maintenant, c'est une marque de fabrique. Vous savez, quand on a choisi un métier, je me situe un peu dans la perspective, dans l'esprit de Luther. Quand vous avez choisi d'être un balayeur de rue, il faut le faire bien. Donc, de toute ma vie, j'essaie d'être un bon avocat et j'espère pouvoir mourir rentrer dans l'histoire. Et on peut comprendre pourquoi vous aimez Petit Pays, parce que lui aussi, c'est le seul et l'unique, le seul et l'unique Oméga. Mais il y a une dernière question dans votre jardin secret. Alors, il y a Benoît Bengono qui veut savoir si un arbitre de la CCA gagne bien sa vie. Est-ce que ça nourrit son homme? Ça dépend de quel bord on se situe. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans le mouvement olympique, il y a les valeurs de l'olympisme qu'on doit véhiculer. C'est pas tout ce qui tourne autour de l'argent qui est important. C'est savoir qu'on peut servir à ses semblables. Est-ce qu'au moins le juge de la CCA est à l'abri de la corruption? Il est à l'abri parce qu'il exerce d'abord un métier. Tous ceux qui sont à la chambre de concession et d'arbitrage ont d'abord un emploi. Ce n'est pas des gens qu'on va chercher dans la rue. Quand vous avez des enseignants d'université, c'est plutôt avec beaucoup de plaisir qu'ils viennent contribuer à élaborer, n'est-ce pas, les décisions que nous rendons. Vous avez des enseignants d'université, vous avez des avocats, donc il n'y a pas de va ni pied chez nous. On poursuit avec la première dorsale de cette émission. Une question de chacun de mes confrères avant le duel. D'accord, justement, tout à l'heure, Maître Maï parlait de cette moralité lorsqu'on est arbitre au niveau de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Dans cette décision du 11 avril, est-ce que vous pouvez notamment nous confirmer que vous n'avez pas été approché par la FECAFO pour influencer ou bien pour torpiller la décision finale? Est-ce que le 9 n'aurait pas agi dans l'ombre? Le grand ou le petit? Vous savez, c'est tellement insultant quand... le malheur de notre pays aujourd'hui, c'est qu'on pense que tout se résume à l'argent. Non. Approcher, on va parler d'argent. Non. Non. Il ne demande pas si vous avez pris des pots de vin, il demande si vous avez été approché. Approcher, c'est un langage qui veut tout dire, qui est son pesant d'or. Ce que vous deviez pouvoir savoir, c'est que les juges sont indépendants. Les juges prêtent serment. Ils sont liés par leur serment. Donc, ils sont liés par leur serment. Ce serment est lié à leur conscience. C'est pour la forme, non? C'est pas pour la forme. Je dis, en début d'émission, comme vous m'avez interrogé sur le métier que j'exerce, je vous ai dit que c'est un état d'esprit. Et pour celui qui est devant vous, vous deviez pouvoir le savoir. Si c'était une course effrénée, parce que moi je suis épicurien. Pour moi, tout ce qui concerne l'argent, c'est des pécadilles. Ça n'a aucune valeur. Et vous le savez très bien, Rodrigue, vous qui êtes dans ce milieu journalistique. Moi, maintenant, s'il avait fallu courir après l'argent, je serais allé à la FECAFOOT, vous le savez.
j'avais été nommé à la normalisation. Et je ne pense pas que sur tous ceux qui avaient été nommés là-bas, ils étaient nombreux qui ont dit qu'ils n'y allaient pas. Le peu qu'on me paye à la chambre de concession et d'arbitrage me suffit largement. Dans tous les cas, je ne me plains pas. Mais la question demeure. Est-ce que vous avez été approché? dans vos décisions? Ce n'est même pas Est-ce envisageable. qu'il y a eu une tentative? Ce n'est même pas envisageable. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. Vous avez quand même des amis à la FECAFOOT. Est-ce que la FECAFOOT a voulu obtenir votre mensuétude? J'ai dit que ce n'est pas envisageable. Je vais poser Oui, cette ça question. c'est clair. On sait que ce n'est Non. pas envisageable. Ils ne peuvent même pas Dans les tenter. faits. Ils ne peuvent même pas tenter ça. Ok. Rodrigue, Vous savez- je voudrais poser cette question autrement. Oui. Maître Mamaï. D'ailleurs, de l'avis de nombre d'observateurs aujourd'hui, il y en a qui trouvent une proximité assez poussée entre vous et la FECAFOOT. La question, elle est celle de savoir quel rapport avez-vous avec certains employés et même certains dirigeants actuels de l'instance spéciale du foot camerounais. Je n'ai aucun rapport avec personne. Je vous réponds sans embâche, avec personne. On vous voit quand même de Parce temps qu'on en vous temps voit avec que- certains. Oui, justement, Non, vous faites écoutez. les allées et venues, ça peut prêter à confusion à un moment. Non, vous savez, soyons sérieux. Vous avez au moins des contacts Quand avec ceux qui des ont amis. voulu vous nommer au comité de normalisation. Vous avez des amis là-bas? Tout au moins. Non, non. Écoutez, quand vous êtes journaliste sérieux, quand vous dites une chose, la moindre, c'est d'essayer d'étayer ce que vous dites. Quand vous dites des allées et venues, moi, pour couper court à ce genre de langage malsain, si je vous disais que pour quelqu'un de mon âge, je suis entré une seule fois à la FECAFOOT, une seule fois, parce que j'ai estimé que par galanterie, quand j'avais été nommé, et surtout qu'il s'agissait des confrères qui avaient été nommés à la tête, je ne pouvais pas simplement, au travers d'une correspondance, leur signifier que je n'entendais pas m'y rendre. J'ai dû me déplacer pour aller rencontrer la vice-présidente. Ça, c'était à l'époque, n'est-ce pas, du comité de normalisation. J'ai mis mes pieds là-bas une seule fois, n'est-ce pas, pour aller signifier à cette consoeur qui m'avait appelé que vous avez été nommé, il est question quand même de venir travailler. J'ai été élégant pour lui dire que je ne peux pas me retrouver moi en position d'incompatibilité. J'ai décidé d'être le mouvement olympique, personne ne m'a forcé la main. Et on ne peut pas être dans le mouvement olympique et aller travailler pour une fédération, surtout que la fédération est justiciable devant la Chambre. Il fallait faire un choix. Donc j'ai fait ce choix et jamais plus je suis allé là-bas. Donc quand vous dites, on vous va faire des va-et-vient, j'ai dit, faites un peu attention à ce que vous dites. Et vous parlez de quelle normalisation? Un ou deux? Joseph Ouna ou Maître Api? Non, j'ai été Maître nommé Api. lors de... Deuxième nomination. Je pense à la deuxième, c'était avec Maître Api. Maître Api. Pour dire sérieusement les choses, je ne sais pas qui m'a fait nommer. Ce que je sais, encore que je n'ai pas, j'ai pas, moi, en fait, tout ce qui est comme réseaux sociaux aujourd'hui, Facebook et tout ça, ce que je sais, c'est que pour le commun des mortels, ils savent à peu près ce que je vaux et que je bénéficiais des vents favorables quand on regardait tout ce qui écrivait sur la toile. On peut donc penser que fort de cela, les gens, en réalité, voulu me forcer la main. Parce que normalement, pour nommer quelqu'un, il faut l'avoir consulté. Je ne peux pas, moi, apprendre dans les médias que j'ai été nommé quelque part. Mais je peux comprendre, parce que je suis patriote, c'est important, et républicain, que tous ceux qui avaient la matière, il était normal qu'ils viennent donner ce petit coup de pouce. Mais j'estime aussi que je sers déjà mon pays là où je me trouve. Nous allons prendre le débat de cette émission, c'est le moment du duel et nous avons convié pour l'exercice, nous l'indiquions à l'entame d'émission, Serge Mbappé, qui est analyste des questions sportives, qui est écrivain du sport. Avec lui, nous allons revisiter toute cette question-là, c'est dans un instant. Serge Mbappé, bonsoir et bienvenue dans Bonsoir à l'arène. toi. Bonsoir à toi, mon cher Luc Tanguay. oui. C'est également ma première fois d'être à l'arène. Bonsoir à maître Armel Gervais Mamaï, parce que vous avez toujours dit Armel, mais vous avez oublié Gervais. Non, on a dit Et- Gervais. et- D'ailleurs, sur le CNT, Armel, c'est écrit Armel que Gervais. vous avez oublié. Voilà. Donc, c'est Armel Gervais Mamaï. Bonsoir millions de téléspectateurs de Canal 2 que j'ai le plaisir, le bonheur de retrouver. Et j'ai de la pêche ce soir. Alors, puisque vous avez la pêche, vous avez le floor aussi pour 15 minutes, Ok. un quart d'heure. Alors, maître Mamaï, vous voyez que je suis très très bien documenté. Donc, j'ai fait depuis hier nuit beaucoup de travail, beaucoup de recherches. Nous allons nous appesantir sur 3 ou 4 aspects. D'abord,
votre statut, la nature tétravalente de votre statut. Vous avez un quadruple statut, c'est-à-dire que vous êtes en même temps arbitre, vous êtes greffier en chef, vous êtes rapporteur général, vous êtes avocat de Nyamoto Esseme Kalkaba. Donc Nyamoto Esseme Ahmad Kalkaba Malboum, c'est le titre de noblesse qu'il a acquis, le président du comité national olympique et sportif, au niveau d'un Kolandom, puis le village de M. Famendongo et de l'ambassadeur itinérant Medjo Akono. Donc il s'appelle Nyamoto Esseme Ahmad Kalkaba Malboum. Vous êtes son avocat puisque vous l'avez défendu il n'y a pas très longtemps au TAS dans la procédure qu'il avait au niveau, n'est-ce pas, de l'ACNOA, l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, puisqu'il avait eu quelques petits soucis là-bas. Alors, nous allons commencer donc par votre statut. Ensuite, on va rentrer dans la décision elle-même, parce que vous avez dit un certain nombre de choses qui sont inexactes ici. Et je crois qu'en parcourant un peu cette décision, on va se rendre à l'évidence et puis on va aborder quelques incongruités liées à votre statut et à tout ce que la CCA fait depuis que vous êtes là au niveau de la CCA 2. Parce qu'il faudrait dire que vous-même, vous l'avez rappelé, vous êtes là depuis 10 ans. Donc vous avez été là sous Pierre Mevongo Meye, les Dikou et consorts, et vous êtes inoxydable. Parce que, comme par magie, vous vous retrouvez au niveau de la CCA 2, celle mise sur pied par Nyamoto Esseme Ahmad Kalkaba Malboum depuis janvier 2018, si mes souvenirs sont exacts. Donc, votre statut. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement, Maître Ahmed Gervais Mambaï, vous nous donnez un exemple dans le monde où on a un arbitre ou un juge qui est en même temps greffier en chef d'une juridiction. Ça, c'est vrai qu'il y a des Camerounaiseries, mais je voudrais bien que vous me donniez un seul exemple. On commence à voir par là. Merci de me poser cette question qui me permet de clore un peu ce chapitre. J'espère que vous êtes venu pour apprendre. Parce que quand vous voulez que je claire... Merci, c'est humble de votre part de le savoir. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les chambres arbitrales, c'est des gens qui ont d'abord une profession. Et c'est curieux qu'aujourd'hui vous me posez cette question, moi qui suis avocat, parce que hier, celui qui occupait le même poste ou bien la même fonction, c'était un magistrat. Vous qui êtes si pointueux, vous n'avez pas fait cette remarque. Mais je ne me suis pas retrouvé à l'arène devant lui. Voilà, vous n'avez pas fait cette remarque. Ce que je peux dire, c'est que ce soit à la CCA, au TAS ou ailleurs, tous ceux qui y travaillent ont d'abord une profession. Ça, c'est du b.a.-ba. Parce qu'en réalité, ceux qui travaillent à la chambre d'arbitrage, comme c'est mon cas, ce n'est pas un personnel fixe. Ce n'est pas un personnel fixe. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est une activité scientifique. Et cette activité scientifique, ce n'est que, en réalité, du nec plus ultra. Ce n'est que la substantielle partie de la profession que nous exerçons. On ne vit que du métier du droit. Et dans le cas de l'espèce, je ne trouve pas pourquoi il devrait avoir un problème à cela. Est-ce que vous savez, vous comprenez que les fonctions de greffier ou de greffier en chef sont incompatibles avec celles de juge? Parce que moi, vous avez essayé de parler, mais vous ne m'avez pas donné un seul exemple dans le monde où on peut être en même temps, c'est-à-dire vous allez à Ikounou, au centre administratif, pour que les Camerounais nous comprennent. Et que vous trouverez que le greffier ou le greffier en chef est en même temps celui qui va rendre la décision à l'audience. Vous savez, ce qui est gênant, c'est que vous arrivez à faire de l'amalgame. Et avec ça, vous pouvez induire plusieurs personnes en erreur. Quand vous parlez des Kounou du centre administratif, non. Ça, c'est la juridiction de l'ordre judiciaire. Nous parlons des juridictions arbitrales. Donc, chaque juridiction a son organisation. Et l'organisation autorise que les incompatibilités puissent survenir? Si vous êtes patient, vous devez pouvoir savoir que pour parler d'incompatibilité, il faut au préalable qu'on ait ce qu'on appelle le régime des incompatibilités. Si vous n'avez pas un régime des incompatibilités, vous ne pouvez pas venir vous attaquer à l'organisation administrative d'une juridiction. Ce n'est pas possible. Parce que c'est le régime des incompatibilités qui prévoit les incompatibilités. Et dans le cas de l'espèce, pour cette juridiction, c'est comme dans une société ou bien dans un ministère, il y a ce qu'on appelle un organigramme. Donc quand vous y arrivez, vous savez très bien comment la juridiction fonctionne. Et ce qui est curieux, c'est que cette juridiction, c'est depuis 2001, quand même, ça fait 18 ans aujourd'hui. Ça a toujours fonctionné de la sorte. Pourquoi c'est quand Maître Mambaï arrive que vous trouvez qu'il devait avoir une compatibilité? Bon, en tout cas, Maître Mambaï, les téléspectateurs vont... La CCA, c'est une juridiction arbitrale, il faut le savoir. Le TAS, par exemple, et ça, je voudrais vous enseigner là-dessus parce que ça vous permet d'aller revoir vos notes, si vous dites que vous avez bien lu. Au TAS, il faut le savoir, il y a deux organes qui fonctionnent, mais avec une petite suprématie de ce qu'on appelle l'Assemblée générale.
l'Assemblée générale du tribunal arbitral du sport, c'est ce qu'on appelle le SIAS. Donc le SIAS, c'est l'Assemblée générale. Et chez nous aussi, nous avons ce qu'on appelle une Assemblée générale de la Chambre. Donc dans le cadre de mes fonctions au niveau de l'Assemblée générale, je suis le rapporteur général. Au niveau du TAS, le nom rapporteur général change. Chez eux, ils parlent de secrétaire général du SIAS. Et la présidente, parce qu'en réalité, c'est une femme aujourd'hui qui est présidente du TAS, la présidente du TAS est la présidente du SIAS. Tout comme le secrétaire général du SIAS est le greffier en chef du TAS. Maître Mamaye, vous nous perdez un peu. Est-ce que vous avez déjà vu le secrétaire général du TAS siéger, être dans une collégialité au TAS, dans une audience? Oui, je vous prends dans votre propre exemple. Très bien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque juridiction a sa spécificité. Chaque juridiction a sa spécificité. Tout comme je vous indiquais tout à l'heure qu'au niveau du Cameroun, nous avons la conciliation et l'arbitrage. Quand on dit chambre de conciliation et d'arbitrage, on voit bien que ça renvoie à ces deux procédures. Au niveau, par exemple, du TAS, on dit tribunal arbitral du sport. Pour le non sachant, ils ne pensent qu'à l'arbitrage. Par contre, vous savez qu'au niveau du tribunal arbitral du sport, il y a la médiation. Il y a les arbitres, il y a les médiateurs, mais le non-médiateur ne ressort nulle part. Donc, chaque juridiction a sa spécificité. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. En tout cas, peut-être un éclairage. Oui. Vous avez évoqué le régime des incompatibilités. Est-ce que pour le cas d'une juridiction comme Econou, vous avez parlé d'Econou notamment. C'est lui qui a parlé d'Econou. Serge Mbappé a parlé d'Econou. Oui. Est-ce qu'il y a un régime d'incompatibilité là-bas qui prescrit que le greffier ne soit pas juge en même temps? Vous savez ce qu'on appelle la loi sur l'organisation judiciaire. C'est elle qui régit, n'est-ce pas, ces corps de métier. Est-ce que c'est mentionné clairement que c'est incompatible? Je dis ceci, il y a la loi portant organisation judiciaire quand il s'agit des juridictions de l'ordre judiciaire. Oui. Dans le cadre de la chambre de conciliation et d'arbitrage, il y a ce qu'on appelle le code de la chambre de conciliation et d'arbitrage. Et dans ce code, vous ne verrez nulle part le régime des incompatibilités. Je veux dire que pour le cas des juridictions de l'ordre judiciaire, il va de soi qu'un greffier ne puisse pas être juge. On n'attend pas le texte. Je veux dire que est-ce qu'à la chambre de conciliation, on ne doit pas toujours attendre le texte alors qu'à côté, ça coule de source qu'un greffier ne peut pas être juge? Non, écoutez, tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose que vous avez semblé ignorer. Je vous ai dit que je suis rapporteur général, greffier en chef. Je ne suis pas un greffier, je suis désolé. Je suis le greffier en chef. Ce que vous devez pouvoir savoir, c'est que... Non, permettons l'invité de... Ce que vous devez pouvoir savoir, c'est que quand on met en place une composition collégiale, n'est-ce pas, pour trancher d'un litige, il y a une décision qui fait d'un des membres le rapporteur de la collégialité. Donc, pour un souci d'harmonie, il y a ce qu'on appelle un rapporteur général qui est dans le greffier en chef. C'est la raison pour laquelle notre texte dit il y a le rapporteur général dans l'organigramme. Vous comprenez un peu? Donc, il n'y a pas une décision qui fait du rapporteur le greffier en chef. Non. Le rapporteur général fait office de greffier en chef. Et j'ai indiqué tout à l'heure qu'au niveau du TAS, le secrétaire général, ce n'est pas une question de terminologie, mais c'est du blanc, bonnet, blanc. Le secrétaire général... c'est dans le sens administratif du terme. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'administration de la juridiction. Fonctionnel au moment des audiences. Non, voilà. Bon, en tout cas, j'ai un greffier audiencier. Pourront eux-mêmes apprécier, mais tout ce que je sais, c'est que ces fonctions sont incompatibles. C'est pour ça qu'on nomme un greffier. On avance. Et il y a des juges. Bon, et pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point? Parce que Maître Mamaye, dans le cadre de la procédure, d'après les investigations que j'ai faites, a écrit pour parler de sa partialité. Et pourquoi est-ce que ces deux fonctions-là sont incompatibles, a écrit en catimini à la FECAFOOT. Vous avez pu retrouver la lettre quand même. La lettre a été, puisque les lettres sont communiquées aux autres parties quand vous... Donc il a écrit à la FECAFOOT pour admettre, lorsque on a déconstitué Maître Sikati, pour constituer Maître Assira, pour autoriser la FECAFOOT à produire à nouveau des écritures. Vous comprenez un peu? Donc il a écrit à la FECAFOOT sans que les clubs amateurs de football, les requérants, soient au courant. Vous comprenez donc pourquoi les fonctions de greffier, qui sont les fonctions de scribe, donc des fonctions administratives. Il a précisé que c'était greffier en chef. Non, greffier en chef, c'est un greffier. Pas forcément donc il a donc, scribe. fort donc de ce rôle de greffier, il a écrit à une des parties. Vous comprenez un peu ce qui déséquilibre le procès et qui est la preuve de sa partialité. C'est pour ça que ces fonctions-là doivent être séparées. Et j'espère que M. Nyamoto Semekalkaba nous suit. On ne peut pas être en même temps juge et en même temps greffier en chef. Maintenant,
Revenons à la sentence elle-même. La question, c'est laquelle, sur ce point-là? Non, c'est conclu, hein. J'ai plus de questions Non, là-dessus. vous avez des questions à poser. Non, je vous ai déjà posé des questions là-dessus. On passe à la deuxième question parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La sentence elle-même, je l'ai, hein, rendue le 11 avril. Vous comprenez? Donc je lis, audience de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du 11 avril 2019, Comité national olympique et sportif du Cameroun. Club de football, membre de la FECAFOOT, contre FECAFOOT. Nature du contentieux arbitrage, numéro CCA 2019-004. Décision de la Chambre, entre parenthèses, voie dispositif. Ça, c'est la page 1. Décision de la Chambre. Il n'est marqué nulle part extrait du primitif. Je ne suis pas juriste, mais j'ai quand même flirté avec du droit à un certain niveau. Mais on met toujours extrait du primitif. La première page n'a pas la mention extrait du primitif. Maintenant, les extraits du primitif, généralement, sont de 1 à 2 pages. Mais là, nous avons un extrait du primitif de 7 pages. Je viens à la page 6. Constate que les chefs de demande ci-après, contenus dans le dispositif de la présente requête, n'ont pas fait l'objet d'une conciliation préalable telle que l'exigent les dispositions de l'article 35 alinéa 2 du Code de procédure de la CCA. Donc, que les chefs de demande n'ont pas fait l'objet d'une conciliation préalable. Et la dernière page, dans la page 7, se déclare incompétente à connaître des dites demandes nouvellement présentées devant la chambre d'arbitrage et, ce qui est donc important là, avertit les parties qu'elles disposent d'un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente sentence. Notification de la présente sentence. On n'a pas parlé d'extrait du primitif pour se pourvoir devant le tribunal arbitral de sport à Lausanne. Maître Mamaï, j'ai là devant moi cette décision. Vous avez dit tout à l'heure, lorsque vous étiez dans le débat avec les journalistes, vous avez dit que ce n'était pas une décision, c'était un extrait du primitif. Or, j'ai le document en face de moi, il porte toutes les caractéristiques d'une décision. Extrait du primitif n'est marqué nulle part, et on a dit les parties disposent de 21 jours à compter de la notification de la présente sentence pour faire appel devant l'OTAS. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? D'accord. Commence d'abord par là. D'accord, merci. Ce que je peux dire, c'est que quand on vient dans une chaîne de télévision sérieuse, il faut éviter, à la limite, d'induire les gens en erreur. Ce que vous venez de lire, c'est exactement ce qu'on appelle un dispositif. Un dispositif marqué sentence. Le dispositif contient tout ça. Et le dispositif se termine pour indiquer aux parties qu'elles ont une voie de recours qu'elles peuvent exercer. Et c'est le cas ici. C'est-à-dire que quand vous lisez le dispositif, on va terminer ou bien on va clôturer la décision en disant les parties disposent d'un délai de 21 jours. Ça, c'est le dispositif. Maintenant, quand on me dit qu'on n'a jamais vu un extrait primitif qui a 7 pages, je tombe de nuit. C'est le monde à l'envers. J'ai dit généralement. C'est le monde à l'envers parce que le dispositif de cette décision est contenu dans 7 pages. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 200 clubs. 200 clubs qui ont saisi la Chambre. Et rien qu'à reprendre les noms des 200 clubs, ça fait 7 pages. Plus de membres de l'AG. Rien qu'à reprendre ces noms, ça fait 7 pages. Donc, je ne vois pas là où vous voulez en venir. Bon, pour vous donc, dire, ce que vous avez en votre possession, c'est un dispositif. Maintenant, je voudrais vous instruire pour dire que si vous avez un temps soit peu, lisez la loi de 2016. Et si vous avez un jour goûté aux procédures arbitrales, vous deviez pouvoir savoir que le greffier en chef que je suis est la courroie de transmission entre les parties litigantes. Ce n'est pas nouveau. Ne vous faites pas ce qui est nouveau, c'est tout que petit. c'est même greffier qui... Voilà ce qui se passe. Écoutez, quand vous déposez un recours, l'autre partie ne le sait pas. Quand vous déposez votre recours, parce que je l'ai à ma possession, je notifie à l'autre partie. C'est quand vous l'avez déposé que je notifie à l'autre partie. Et quand vous prenez vous-même la liberté d'écrire à une des parties sans que l'autre soit informé. C'est mon rôle d'écrire. Parce que voilà ce qui doit se produire, monsieur. Et ça, j'ai dit, soyez un peu humble. Allez lire. C'est une vieille loi de 2016. Donc, le greffier en chef que je suis, je joue le rôle de courroie de transmission. Ce que les gens doivent pouvoir savoir, c'est que sur le principe, en arbitrage, on ne vient pas produire les écritures comme ça se voit au palais de justice, dans le tribunal de l'ordre judiciaire. Non! Que non! Tout se produit au greffe. Tout se produit au greffe. Ça veut dire quoi? Quand vous produisez des écritures, vous les déposez chez moi. Quand je les ai reçues, je les communique à l'autre et je lui impartis un délai pour réagir.
Est-ce que vous savez ce que cela a Voilà produit? comment ça se passe. Ce que cela a produit, Monsieur. c'est que vous vous êtes substitué à toute une collégialité. C'est-à-dire que vous avez tranché une question de droit. C'est-à-dire autoriser ou non la partie intimée, avec le changement ou la constitution d'un nouvel avocat, de pouvoir produire de nouvelles écritures, sachant que cette partie intimée était déjà foreclose, était frappée de forclusion. Mais c'est terrible. C'est terrible. Donc vous avez tranché vous-même, en tant que greffier en chef, une question qui revenait à une collégialité à 3 arbitres. Monsieur, est-ce que vous êtes arrivé un seul jour de parcourir le code de la Chambre? Oui. Je n'ai pas envie de vous donner des lectures. J'ai le code de la Chambre. Je n'ai pas envie de vous donner des lectures, parce que si je prends mon petit code... Encore qu'on n'a plus que 4 minutes. Je vous dirais simplement que, écoutez, monsieur, il y a ce qu'on appelle l'audience d'arbitrage. Si vous déportez simplement l'article 40, c'est simple à lire. Vous vous rendez compte que au cours de l'audience d'arbitrage, on ne produit pas de pièces. On doit produire des pièces au jour dit de l'audience, mais pas pendant l'audience. Donc il m'appartient de mettre les parties en demeure de produire les écritures. Ok, je n'ai plus assez de temps, Mamaï. Laissez-moi progresser. C'est écrit noir sur blanc. Laissez-moi progresser, s'il vous plaît. C'est écrit noir sur blanc. Échange de mémoire, c'est les titres. Allez simplement lire. S'il vous plaît. Ne désinformez pas l'opinion, Vous dites que la CCA, dans la décision du 11 avril, votre chambre, votre collégialité s'est trompée. L'article 35 alinéa 2 du code de procédure de la CCA, mais j'ai pris des petites notes, dispose très bien que toute procédure soumise directement à la chambre pour arbitrage doit faire l'objet d'une conciliation préalable. Toute procédure. Or, vous avez conclu dans votre décision que les chefs de demande. Donc, votre collégialité a confondu la procédure aux chefs de demande. Donc, c'est la procédure qui doit faire l'objet d'une conciliation préalable et non les chefs de demande. Donc, là-dessus, la chambre ou votre collégialité s'est trompée en confondant, en affectant des caractéristiques d'une procédure au chef de demande. Donc, ça, il fallait que ce soit clair. Maintenant, par rapport à cette sentence, il faudrait aussi que je vous dise que j'ai noté que par rapport non seulement à votre tétravalence, on a les clubs de la CEFAC, qui vous ont intimé ou alors vous ont suspecté, parce que j'étais moi-même le jour où on rendait la décision, on vous a vu venir avec le responsable juridique de la FECAFOOT, main dans la main. Ce qui a créé des suspicions. On vous a vu avec M. Ayomba. Moi, j'étais là comme observateur parce qu'on était pour une sentence qui a été mise en délibéré le 11 mars. On a prorogé les délibérés pendant un mois, ce qui est aussi très, très rare, était déjà suspicieux. Donc, les connivences et les incongruités. Vous avez dit que dans votre chambre, vous rendez une sentence, une décision qui contredit votre président, Joseph-Marie Bipongoun, le professeur Joseph-Marie Bipongoun. Vous savez très bien que l'article 36 alinéa 4, 5, 6, et voire même 7 du Code de procédure donne la compétence de connaître de la compétence de la Chambre au seul président. Et en l'espèce, le 18 décembre, professeur Joseph-Marie Bipongoun, j'ai la décision là, a rendu une décision pour affirmer la compétence à connaître de cette affaire, la compétence matérielle. Donc ce n'est ni un problème de compétence matérielle de rationner matériel, ce n'est non plus un problème de compétence de personne rationnée personnée. La compétence a été déjà dans un jugement avant dit droit décidé par monsieur... Mais vous ne posez aucune question. La question, non, ce que je vais donc vous dire... C'est la dernière d'ailleurs. Oui, la question donc c'est comment dans votre juridiction vous pouvez rendre une décision sur la compétence, qui n'est pas de la compétence des arbitres et qui contredit votre président. Donc, en fait, au final, Rodrigue Tongué, c'est qu'on se retrouve avec un CCA qui a deux décisions qui se neutralisent avant même qu'on arrive au TAS. Le président qui dit que la Chambre est compétente et ses arbitres qui, après 5 mois d'instruction, viennent pour conclure que la Chambre est incompétente. Dites-nous donc la vérité. Finalement, vous confondez la compétence et la recevabilité. Alors, qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? On sortira du duel par là. Je suis convaincu que tout ce que vous avancez, c'est juste pour faire un peu de spectacle. Vous ne croyez pas ce que vous dites. C'est documenté. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président de notre juridiction n'est ni conciliateur ni arbitre.
donc ne rend pas de décision. Il rend des décisions, c'est l'article 36. Je vous en prie. Si vous avez le code... Pour une fois que vous avez la chance de m'avoir, je vous vois tout le temps de temps, essayez de m'écouter parce que vous allez apprendre. Non, je suis désolé. Le président de notre juridiction... Direct, monsieur Mambaï. Le président de notre juridiction n'est ni conciliateur ni arbitre. Il n'est donc pas possible qu'il rende des décisions. Il a rendu une décision. Sinon, je vous aurais posé la question. La décision est là. Monsieur, qu'il aurait rendu quel type de décision? Sur la compétence de la Chambre à connaître. Et quel type de décision as-tu rendu? As-tu rendu un procès verbal? As-tu rendu une sentence? C'est marqué décision. Non, monsieur. Numéro tant. Écoutez, pour une fois, le président de notre juridiction gère l'administration de la juridiction. Il n'a pas de décision à rendre. Vous le confirmez, Maître Mambaï? Il n'est ni conciliateur, ni arbitre, donc il ne rend pas de décision. A-t-il rendu une décision le 18 décembre? Ce que le président fait, on appelle ça la juridiction présidentielle. Il fait ce qu'on appelle un examen sommaire. L'examen sommaire, pour qui sait au moins parler français, c'est que dès qu'on a parlé de l'examen sommaire, il y a un examen approfondi. L'examen sommaire de la recevabilité, ça veut dire quoi? Vous avez déposé une requête, vous y avez joint, n'est-ce pas, une décision que vous attaquez, passons par statuer sur du vide, vous avez payé la consignation et il décide de mettre en place un collège arbitraire après que les parties aient choisi, si nous sommes en matière de conciliation, un conciliateur, et si nous sommes en matière d'arbitrage, un arbitre. Est-ce que le président et il revient une décision simplement, le 18 décembre ou pas? Parce que je laisse cette décision. Il revient simplement, n'est-ce pas, de désigner le président qui va présider la collégialité. Donc, ne faisons pas peur de mauvaise foi. Donc, il y a trois étapes. Il y a trois étapes. Oui. Un examen sommaire. Sommaire qui, en réalité, c'est l'administration de la juridiction. L'administration de la juridiction. Et le greffier fait quoi? Et un examen approfondi. Et maintenant, ceux qui sont chargés de rendre la décision font ce qu'on appelle un examen approfondi. Et l'examen approfondi veut dire quoi? Quand vous venez déposer un recours, vous avez joint la décision que vous attaquez, vous avez payé les frais de consignation, le président constate que le dossier est recevable, demande qu'on l'enrôle. Maintenant, les conciliateurs laissent les parties trouver le moyen de se concilier ou pas. C'est-à-dire les conciliateurs ne font que... Non, ça on a compris. Mais vous parlez d'examen approfondi. Mais moi, je veux savoir, puisque vous dites que vous n'êtes pas compétent, vous dites que vous êtes incompétent. Alors que le comment on va au fond avant de se rendre compte qu'on est incompétent? Moi, je pensais que l'incompétence, c'est au niveau de la forme. On n'entre même pas dans le dossier. Non. Heureusement que vous n'êtes pas juriste. Oui, je dis bien, c'est pour ça que je vous ai invité. Tout à l'heure, je vous ai dit, incompétent à connaître les demandes nouvelles. Ça veut dire comme pour dire que si la loi de 2018 vous a fait obligation de procéder à une conciliation préalable, vous ne pouvez pas avoir introduit une demande en conciliation et la modifier en arbitrage. Maintenant, je voudrais donc dire ceci. Ce que les gens doivent savoir, c'est que le droit du sport, c'est un droit hybride. Il y a quand même du B à bas quand vous introduisez une demande. Quand vous introduisez une demande, que ce soit pour le demandeur ou pour le défendeur, il y a ce qu'on appelle les conditions pour rester en justice. Non, s'il vous plaît. Il faut avoir la capacité. On va faire un commentaire. Bon, sur l'immutabilité, je veux conclure 30 secondes parce qu'il revient là-dessus. Il a dit mais ça peut être l'immutabilité ne s'applique pas ici. Elle ne s'applique pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles demandes. Vous faites comme si la conciliation c'était un degré de juridiction et l'arbitrage est un autre degré de juridiction. Non. Les demandes sont restées les mêmes, c'est-à-dire l'annulation des résolutions portant adoption des statuts lors de l'AG du 10 octobre. Et le reste, ce sont les conséquences, c'est-à-dire réintégrer les exécutifs de 2009 dans les départements, la région et à la fédérale, dont John Begedinde. Et puis tout le reste ne sont que des conséquences. Donc les demandes ou les requêtes sont restées les mêmes. Donc cette histoire d'immutabilité, non seulement c'est emprunté au droit administratif, et vous savez très bien que la Lex Sportiva est autonome, n'a pas besoin d'emprunt, mais cette immutabilité ne s'applique pas ici. Et je pense que vos amis de la FECAFOOT auront auront des difficultés devant le TAS par rapport à cette décision d'incompétence qui n'a aucun sens. Le TAS a été saisi. Donc la CSA a été discréditée. Et ce qui m'écoeure, c'est que le professeur Joseph-Marie Bipoungoun, qui est un gardien du temple, membre de la Cour constitutionnelle, a laissé passer une décision comme celle-là parce qu'elle a, n'est-ce pas,
violé, elle a discrédité la CCA. Des acteurs du football ne pourront plus jamais faire confiance. Merci, Donc, merci. Pierre Mvongo Meye et les 10 coups de consorts merci. qu'on a vilipendés, en réalité, c'était la vraie CCA. Parce que l'entièreté ou l'essentiel de leurs décisions ont été confirmées par le TAS. À laquelle appartenait j'avais Donc, votre CCA2 est maintenant dans de la pure sorcellerie et du charlatanisme merci, juridique. Merci Serge Mbappé. Nous allons et rendez-vous devant le TAS. Dernière question des confrères et permettre à Alain Gisin Kanga de restituer la synthèse de cette émission. Une question en 15 secondes chacun. Alors, Maître Mamaï, au terme de ce que je viens de cet échange, on a bien envie de croire que vous avez du mal à vous déployer face au club amateur, face à l'Africa Foot et même votre employeur, qui est le Comité national olympique et sportif du Cameroun. Comment réussissez-vous à vous en sortir avec tous ces soupçons, malgré votre bonne foi? Non, il faut rester positif. Il faut faire son boulot en son âme et conscience. Mais je dis, il y a tellement de choses qui en réalité relèvent, comme il a dit, du vaudou lui-même. Comment dans un texte qui date de 2016, quelqu'un sait qu'il est invité à une émission, il ne prend même pas soin de le lire. L'article 50, c'est le dernier article de notre texte qui dit que nous pouvons faire usage de ce qu'on appelle la législation d'emprunt. Et qui viennent vous dire que ce n'est pas possible. Non, mais prenez le texte, allez au moins, quand vous invitez dans une émission, prenez au moins la précaution d'aller un peu lire. Vous qualifiez ça parce qu'en réalité, vous savez, oui, c'est du vaudou, parce que vous savez, il y a un pays que je connais un peu, c'est ce qu'on appelle l'Australie. En Australie, maintenant on dit il y a beaucoup de kangourous là-bas. Mais ce n'est pas eux qui dirigent le pays. Quand vous allez dans un domaine comme le droit du sport, faites attention, lisez au moins un peu. Sinon, ça fait un peu Une dernière, Yannick. Oui, j'ai eu peur que Maître Mamaï ne nous poursuive parce que ça allait tout petit peu ressembler aux invectives. J'ai pu entendre qu'il fallait effectivement éviter cela au niveau de l'arène, bien entendu. Parce que j'ai vu, est-ce qu'il voulait faire allusion en convoquant l'Australie. Moi, je sors par là, Maître Mamaï. Serez-vous prêt à défendre la FECA Foot? La prochaine audience, c'est au TAS, c'est le 13 septembre prochain. Je suis membre de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, je suis arbitre. Et je ne pense pas un seul instant que la FECAFOOT, qui a ses avocats, peut s'imaginer de me déloger du côté du comité olympique où je suis depuis 10 ans et je ne me plains pas. Vous parlez au nom de la FECAFOOT? Pardon? Vous parlez au nom de la FECAFOOT? Je n'ai jamais parlé au nom de la FECAFOOT. C'est la question vous concerne, pas la FECAFOOT. Je n'imagine même pas, parce qu'ils ont déjà une sonnette d'alarme. J'ai été, comme je vous l'ai dit, nommé déjà, n'est-ce pas, au comité de normalisation. Vous défendriez la FECAFOOT, Maître Mamaï? Non, je suis au comité olympique, je m'y sens bien. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous le ferez pas? Et ce n'est pas nouveau, parce que si j'ai déjà pu dire non à la normalisation, ce n'est pas maintenant que les choses vont changer. Merci. Alain Gisin Kanga est bien installé pour nous restituer l'essentiel, ce qui a été dit ici pendant 90 minutes déjà. C'est le moment de la synthèse. Alain Gisin, bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Bienvenue dans l'arène. Merci. On vous écoute. Maître Mamaï, bonsoir. Bonsoir Gislain. Je précise que vous êtes greffier en chef et rapporteur général à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Alors, on retient que le Cameroun a intérêt à faire vite, vu que certains pays se prépareraient à être prêts à organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et d'ailleurs, pour vous, tout laisse à croire que les choses bougent en matière de préparatifs. Pour la CAN 2019, le glissement de date a été fait de manière consensuelle. Pour vous, le changement de la structure de la Coupe d'Afrique des Nations aurait dû être fait lors de la prochaine édition. Vous avez avoué que le Cameroun n'était pas prêt pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Sur la forme de la nouvelle administration de la CAF, vous pensez que la Confédération africaine de football veut s'arrimer aux nouvelles normes internationales, les bonnes pratiques managériales. Pour vous, le président Ahmad a voulu éviter ce qui est arrivé à la Fédération internationale de football et c'est une situation favorable. Il n'est pas question de chasse aux sorcières, mais plutôt la touche ou la vision d'Ahmad Ahmad. À la CCA, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, vous gérez tous les dossiers sans état d'âme. La conciliation n'est pas
est la porte d'entrée de la procédure d'arbitrage. Pour le cas de l'affaire Fecafoot à Sifac, la Chambre s'est déclarée incompétente parce que les points de requête présentés n'étaient pas les mêmes. De plus, les deux parties ne se sont pas conciliées au préalable. Il n'est pas admissible que les requêtes changent dans une même chambre. Sur cette décision du 11 avril de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, vous n'avez pas été approché par la Fédération camerounaise de football. Il n'est même pas envisageable. Vous êtes entré une seule fois à la Fecafoot, vous n'avez aucun rapport avec un quelconque membre. Greffier en chef et juge, il n'y a pas d'incompatibilité parce qu'il n'y a pas de régime des incompatibilités à la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Le greffier en chef est la courroie de transmission entre les parties et le président de la CCA n'auront pas de décision parce qu'il n'est ni arbitre ni conciliateur, il gère l'administration de la juridiction. Pour ce qui est de vos préférences, vous êtes originaire de l'océan, vous êtes marié, tromper votre femme n'est pas nouveau, avoir une maîtresse ou être polygame, c'est pareil pour vous. Vous aimez tout ce qui cogne, d'ailleurs vous êtes très fan de petits pays, ancien volleyeur, vous avez été contraint d'arrêter à cause de vos parents, vous pratiquez désormais la marche à pied. En fait, Maître Maï rubrique en 4 mots, le seul et l'unique. Merci Alain Gizankanga. Un commentaire en 10 secondes, maître. Écoutez, j'ai envie de dire que à son visage juvénile, c'est un peu comme aux Zambianais. La valeur n'attend pas le nombre des ans. Je lui donnerai 20 sur 20. Merci beaucoup. Merci Maître Mammaï de vous être prêté au jeu de l'arène. Merci chers confrères. Merci à Serge Bappé qui est passé par là. Rendez-vous certainement pour les téléspectateurs le 13 septembre pour la première audience au TAS. Rendez-vous après nous, vous le voyez défiler en bas de notre petit écran en synthé. Rendez-vous dans un instant avec Anani Rabiebindi pour la tribune de l'histoire. Quant à nous, retrouvons-nous dans une semaine avec un autre invité. Il sera toujours le Hot et le Hard Interview à la télévision. Bonsoir.